Bonsoir à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Un crime parfait. L'affaire qui nous occupe ce soir s'est déroulée chez nous et elle a ébranlé toute la région liégeoise. À seulement 21 ans, Lucas, une véritable star sur le réseau social TikTok, est devenu un symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le 2 février 2022, le jeune homme est tué alors qu'il veut sauver sa maman. Madeleine, sa mère, a eu le courage de témoigner ce soir dans Un crime parfait et elle revient sur ce drame qui a conduit à la mort de son fils. Jupille-sur-Meuse, un quartier d'habitude très paisible sur les hauteurs de Liège. Et pourtant, le mercredi 2 février 2022, une famille s'apprête littéralement à basculer dans l'horreur. Sylvana s'en fait pour sa sœur, qui ne répond plus au téléphone. D'autant que depuis un moment déjà, elle sent que quelque chose de grave pourrait survenir. Et pour cause, ce matin-là, elle reçoit un message aussi court qu'alarmant. Son fils m'appelle en me disant « As-tu des nouvelles de ma mère ?» Et là, je lui ai dit « Je viens de recevoir un message, un SOS. Je suis tracassée, je pense que ma mère est en danger. » Qui m'a dit. Extrêmement inquiète, Sylvana se précipite chez Madeleine. Et à peine arrivée sur place, elle fait une effroyable découverte. Devant chez sa sœur, un corps gît au sol. Quand je suis arrivée, mon compagnon m'a dit « Par terre, il y a un corps. » Je n'étais pas sûre de qui c'était. Donc quand je me suis approchée, mon compagnon a relevé les cheveux. C'était Lucas. Et voilà, le choc a été terrible. Sylvana vient donc de découvrir le corps de son neveu. Le pauvre jeune homme est lardé de coups de couteau. Et le malheur vient manifestement tout juste de se produire. Il a voulu tuer mon fils. Alors là, je me suis effondré, je suis clairement tombé par terre. On peut comprendre les difficultés de tout le monde, mais jamais ne justifiera qu'on en arrive à des actes d'une atrocité pareille. C'est tout à fait incompréhensible. Personne ne comprend alors la raison de cette mort atroce. Lucas était pourtant un jeune garçon brillant et sans histoire. Alors comment a-t-on pu en arriver à une telle tragédie ? Que s'est-il passé exactement ce matin du 2 février 2022 à Liège ? Et qui a pu s'en prendre avec tant de violence à ce garçon de 21 ans seulement ? Un jeune homme qui avait toute la vie devant lui. Depuis tout petit, il aimait se mettre au centre de l'attention. C'était déjà le comique de la famille. C'était déjà l'imitateur de chaque personne. Il aimait beaucoup danser. Il avait des rêves. Il voulait s'épanouir. Être acteur, c'était son rêve. Lucas rêvait de faire carrière dans le cinéma. Mais c'est sur les réseaux sociaux qu'adolescent déjà, il se construit petit à petit une célébrité grandissante. Il était étonné lui-même au début. Il a commencé par des bêtes vidéos chez ma mère dans le garage. Et il disait « Maman, tu sais, j'ai quand même beaucoup de vues, je suis étonné, ça me motive à en refaire. » C'était vraiment son truc, les caméras, faire des vidéos, c'était son monde à lui. C'était clairement son monde à lui. Un succès qui va alors étonner ses proches, mais lui-même également. Lucas devient une star de TikTok, un réseau sur lequel il compte plus de 2 millions d'abonnés. À 21 ans, Lucas est en passe de réaliser son rêve de succès et de célébrité. C'était l'homme le plus heureux parce qu'il est vraiment passé de 300 000 abonnés à 1 million, et puis de 1 million, ça continue à monter jusqu'à 1,6 million.
toujours un grand sourire, il aimait bien se regarder dans le miroir, remettre ses cheveux, enfin c'était gai quoi de passer du temps avec. Il y avait ce truc-là, mystérieux et charmant. C'est vraiment, je trouve que ça le représente vraiment bien. Tout semble réussir à ce beau garçon aux cheveux noirs. Il est entouré d'amis, sa famille l'aime, il a du succès, sa vie est à ce moment-là on ne peut plus agréable. Sa mère le suivait dans tous ses projets, c'était très fusionnel comme avec sa petite sœur aussi. C'était une famille, on va dire exemplaire parce qu'ils étaient tous soudés l'un à l'autre. Quand j'allais là, je voyais une famille soudée et heureuse entre eux. J'étais admiratif de leur famille. Mais tous ignorent encore qu'un drame va bientôt se produire. Le mercredi 2 février 2022, le rêve se brise alors en plein vol. Lucas est donc retrouvé mort. Mais pourquoi s'est-on attaqué à lui? Et que faisait en réalité Lucas devant chez sa mère, à une heure où en principe, il devait être au travail? Il s'appelait Luca Picciotto, il avait 22 ans. Ce passionné de breakdance était une star sur TikTok. Il était suivi par 1 600 000 personnes. J'appelle pas ça communiquer. Ah, tu vois, c'est ton seul et unique argument. Quelques instants après le drame, la nouvelle se répand très vite. Ses proches et la Belgique entière découvrent alors les circonstances de ce crime atroce, avec encore beaucoup de questions en suspens. Il n'y a pas de témoignage pour le moment direct. Il y a une altercation vraisemblablement avec le suspect. Et il y a 5 coups de couteau qui sont portés, une lésion qui est plutôt une lésion de défense à la main et 4 coups qui sont portés au niveau de la région thoracique et du haut des cuisses. Sur place, on se rend compte qu'il y a énormément de tristesse. Il y a des TikTokers qui viennent déjà déposer des fleurs. Mais au moment des faits et au moment où on apprend les faits, l'auteur présumé est dans la nature. C'est ma petite sœur qui me sonne et qui me dit « Arthur, il y a une fille qui a publié une story qui dit que Lucas n'est plus là. » Je dis « Comment ça Non, c'est pas possible, c'est des blagues. » Elle m'a fait « Non, je vais t'envoyer le journal, tu vas voir. » Et puis je lis l'article et je vois la maison de Lucas. J'ai eu la chair de poule, ça a été vraiment un choc. Sa mère m'a regardé en pleurant, elle a crié, elle a couru dans mes bras, elle m'a dit « On m'a enlevé mon fils ». Alors là, je me suis effondré, je suis clairement tombé par terre. Pendant 15-20 minutes, j'étais en train de pleurer, j'arrivais pas à me relever, dans ma tête, c'était pas vrai. Les minutes passent et là, je commence à tilter un petit peu que ouais, non, en fait, c'est mon meilleur pote qui n'est plus là. J'ai mis la tête dehors et il y a le PAB qui m'a dit « Allez, rentrez vite chez vous » parce que on a tout fermé, parce que s'il y a quelqu'un qui court ou il y a des coups de feu... Dans le quartier, l'incompréhension est totale. Tous essayent d'en savoir plus et de comprendre le déroulé des faits. Visiblement, Lucas est parti en catastrophe peu avant le drame pour se rendre au plus vite au domicile de sa maman. Il sent alors qu'elle est en grand danger. Mais que se passe-t-il exactement ? Madeleine a tenté d'alerter ses proches en envoyant un SMS à sa sœur, mais aussi à son propre fils. Elle craint pour sa vie. J'ai reçu le SOS. Malheureusement, je ne l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai vu 10 minutes plus tard. J'ai essayé d'appeler, elle ne m'a pas répondu. Et là, j'ai quitté. Et son fils m'appelle à ce moment-là en me disant « As-tu des nouvelles de ma mère ?» Je pensais arriver avant mon neveu. J'étais sûre d'arriver avant lui. Pourquoi ce message? Cet appel à l'aide SOS. Il se passe quelque chose de très grave chez Madi. Il a senti un malaise. Il a compris tout de suite que sa mère ne répondait pas au téléphone. Et quand c'est comme ça, Lucas, il reçoit les bons pressentiments. Il avait toujours le bon pressentiment. En réalité, Madeleine vient alors de trouver refuge chez sa propre mère, la grand-mère de Lucas, qui habite à quelques dizaines de mètres de chez elle, dans le même quartier, la même rue. La maman de 44 ans est bouleversée et en panique. Je toque comme une folle chez ma maman qui m'ouvre immédiatement et là je téléphone à ma grande sœur. Elle me dit, en sanglots, toute paniquée, j'ai pu m'enfuir chez maman, je suis chez maman. Je suis vivante par miracle, j'ai failli mourir.
Madeleine, terrorisée, lui explique alors qu'elle a réussi à s'enfuir de sa propre maison où elle vient d'être attaquée par un homme. Il a clairement voulu la tuer en l'étranglant. Un acte froid et déterminé. Cet agresseur, un ancien compagnon, voulait manifestement en finir. Il commençait à me caresser par derrière et c'est là que j'ai compris que c'était le dernier jour de ma vie parce que même son regard n'était plus le même, je ne le reconnaissais plus. Mais pourquoi cet ex lui en voulait-il à ce point? Et que s'est-il passé avant que Lucas ne tente de se précipiter à son secours? L'histoire avait débuté en 2011. Madeleine rencontre alors Pietro, qui vient tout juste d'arriver du nord de l'Italie. Il parle à peine le français. Maddy donne des cours à son petit frère. Petit à petit, Madeleine et Pietro tombent amoureux. Elle a alors 36 ans et lui, seulement 22. On est resté une année à se fréquenter sans qu'il ne se passe rien du tout. On était amis. Et puis, c'est vrai qu'il s'est passé qu'on est tombé amoureux. Une histoire tout à fait normale qui commençait d'amour, de passion, comme toutes les histoires au début. Mais cette situation va-t-elle convenir à Lucas? Le jeune adolescent va plusieurs fois être confronté à des disputes. Il y avait plusieurs disputes assez souvent, mais qui se réglaient. Je ne vais pas mentir, ça n'arrivait peut-être pas toutes les semaines ni tous les mois, mais si une dispute devait prendre des proportions et dépasser les limites, monsieur pouvait casser tout sur son passage et s'en prendre à autrui, notamment à moi. Oui. Souvent, les victimes considèrent que c'est pas si grave et banalisent et ne se rendent pas compte que ce comportement, s'il est répétitif, risque de dégénérer. Ça peut, c'est pas systématique, mais ça peut dégénérer. Porter plainte quand on aime quelqu'un, c'est pas toujours évident. Donc je ne portais pas plainte et ça passait comme ça. Une situation qui va néanmoins très progressivement s'envenimer, au point, peu après une ultime séparation, d'en arriver au terrible drame qui secouera toute la famille. Un acte irréparable, la mort du jeune garçon qui pensait sauver sa mère d'une agression violente de son ex-compagnon. Mais que s'est-il passé ce jour-là ? Ce mercredi 2 février, Madeleine conduit comme d'habitude sa fille à l'école. C'est un matin comme un autre, sauf qu'elle ne se doute pas qu'elle est alors surveillée de près. Cet homme qui l'épie dans l'ombre, c'est Pietro, son ex. Après avoir laissé ma fille à l'école, j'ai mis ma voiture dans l'allée comme d'habitude et là, il me suivait de près. Mon but, c'était de rentrer, fermer la porte. Il sait bien que je ne lui aurais plus ouvert. Tout va alors se précipiter. Il a mis son pied, il est rentré en même temps que moi. Que lui veut alors Pietro ? Je vais te chercher. Il a pris un café, il s'est assis et me demande, donc tu ne penses plus du tout à moi, donc tu arrives à te passer de moi, donc tu arrives à te sentir bien avec quelqu'un d'autre. Et je lui répétais toujours la même chose, je n'ai pas eu le choix. C'est toi qui as voulu ça, il faut bien que je recommence ma vie, que toi tu recommences la tienne. Lui me disait, moi j'accepte pas la rupture et que je puisse appartenir à quelqu'un. C'était toujours ces mots. Pietro vit avec cette douleur, cette séparation d'avec Madeleine. Cela fait 3 mois déjà que le couple ne vit plus ensemble. Une souffrance que le trentenaire ne supporte plus. Il m'a dit, tu sais que je suis là aujourd'hui, il y a un motif bien précis. Il ne m'avait jamais parlé comme ça. Et il m'a dit, je n'ai pas le choix, je dois te tuer. Et je te promets, je me tuerai après. Au début, j'ai dit, arrête tes bêtises, essaye de retourner, de te reposer, t'es fatigué. Il avait vraiment l'air fatigué. Je pense que tu devrais retourner.
Il m'a dit, je ne blague pas, je ne retournerai pas avant d'avoir fait ce que je te dis. Le 2 février 2022, Madeleine a failli mourir. Son ex-compagnon Pietro n'a pas supporté qu'elle le quitte et n'ose imaginer qu'elle puisse refaire sa vie. Pour l'empêcher de se remettre avec un autre, il décide qu'il va la tuer et se suicider ensuite. Mais le plan ne se passe pas comme prévu et finalement, c'est Lucas, le fils de Madeleine, qui perd la vie. Il m'a dit, je n'ai pas le choix, je dois te tuer. Et je te promets, je me tuerai après. Au début, j'ai dit, arrête tes bêtises, essaye de retourner, de te reposer, t'es fatigué. Il avait vraiment l'air fatigué. Je pense que tu devrais retourner. Il m'a dit, je ne blague pas, je ne retournerai pas avant d'avoir fait ce que je te dis. Alors, est-ce la jalousie qui le pousse ainsi à se montrer si menaçant face à son ex-compagne ? Pour cette docteure en psychologie et profileuse criminelle, ce genre de violence est en réalité souvent progressive. Ça devient de la jalousie pathologique. C'est l'envie de tout contrôler, de dominer. Mais ça, ce type de comportement-là a précédé déjà le meurtre ou le harcèlement. Car effectivement, dans le passé, Pietro a déjà pu se montrer violent. Il y a eu des débordements et quelques signaux d'alerte. Cette nouvelle situation va-t-elle convenir à Lucas ? Pour lui, c'est déjà l'heure d'un choix, car ses parents ont divorcé. Il n'a alors que 12 ans et il doit faire face avec sa sœur à cette première difficulté. Il a un peu de mal à vivre cette situation. Lucas avait 12 ans, avait un âge déjà, il rentrait dans l'adolescence, c'était pas toujours évident. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que, comme mon ex-mari a décidé de retourner dans son pays d'origine, Lucas a voulu le suivre. Donc, je suis restée avec monsieur et ma fille et c'était normal. On vivait une vie normale, une vie de couple normale. Pour le jeune adolescent, la vie prend un autre tournant. Lucas décide d'aller vivre en Sicile auprès de son père. Il y passera toute son adolescence. Et c'est là que sa popularité démarre vraiment sur les réseaux sociaux avant de découvrir l'exploitation TikTok qui fera son succès. Nous sommes retournés sur ses traces dans le village de son adolescence, là où tout a débuté. Il avait beaucoup d'amis ici en Sicile. Il a fait son premier TikTok ici, devant la maison, devant le garage de ma maman. Il a vécu ici de l'âge de 12 jusqu'à ses 19 ans. Il était travaillé en plusieurs endroits ici, mais ici, il était sous-payé, il travaillait beaucoup d'heures et je n'aimais pas trop. Donc, je lui ai dit, écoute, tu as une famille aussi en Belgique, pourquoi pas tu n'essayes pas de retourner en Belgique et essayer de trouver un travail là-bas et avoir peut-être plus de chance. En plus, il y avait sa maman et sa petite sœur. Il me disait, maman, je vais revenir, j'ai envie d'être acteur, les portes seront plus facilement ouvertes. La porte est ouverte et il est revenu. Il est revenu l'été 2019, qu'il avait 18 ans. Il s'est très vite adapté et il a adoré la vie ici. Et au fur et à mesure qu'il a récupéré sa maman, qu'il a recommencé à la voir, il était heureux et il vivait pour sa mère. Comme sa mère, c'était toute sa vie, donc c'était sa priorité. Même avant les films d'acting, c'était sa priorité. Avec sa maman, Lucas renoue une relation fusionnelle. Auprès de son beau-père, il retisse également les liens. C'était pas vraiment beau-père et beau-fils parce que monsieur avait 14 ans de moins que moi, mais il n'avait que 30 ans et mon fils 21, donc c'était plus deux amis, quoi, on va dire. Ils étaient complices. Ce retour en Belgique se passe donc plutôt bien. Lucas déniche même un travail dans une entreprise de la région. C'est Pietro, son beau-père, qui le présente alors à son patron. Il était vraiment dans son élément et ça se passait vraiment bien avec lui. Ça se passait bien avec lui au niveau technique et ça se passait très bien avec lui au niveau amical. Tout semblait idyllique quelques mois avant les faits.
Alors, comment en est-on arrivé au drame du 2 février ? Avant que cela ne tourne mal, il y a eu quelques signes précurseurs. Mais comment ce couple en est-il arrivé à se séparer après tant d'années ? Plusieurs infidélités semblent à l'origine de la séparation. Je me suis dit, comme il était jeune et qu'il est parti jeune pour moi, je peux comprendre qu'il n'a peut-être pas vécu ce qu'il devait vivre. J'ai pu le justifier, on va dire, j'arrive à le justifier et je me suis dit, l'erreur est humaine, une fois n'est peut-être pas coutume, je l'aimais, je l'ai pardonné, effectivement. Malgré ce premier pardon, pour Madeleine, le scénario se répète pourtant. Maddy était follement amoureuse de lui et elle le reprenait, elle le pardonnait à chaque fois. Et son fils la soutenait de ce côté-là aussi, parce qu'il était gentil. Pierrot était gentil et serviable et tout. Et moi j'avais peur, personnellement, je la prévenais. Je lui disais, écoute Maddy, tu risques un jour d'avoir une sale blague. Je lui disais, fais quand même attention Maddy, parce que ça peut devenir quelqu'un de très brutal. Un coup de jalousie, il peut arriver plein de choses. Il peut peut-être même te tuer. Elle découvre bien plus tard une nouvelle infidélité. Et cette fois, c'est manifestement celle de trop. Il est allé chez une amie de Madeleine et pendant cette discussion, cette conversation, il lui a fait des avances, elle l'a repoussé. Il s'est montré quand même apparemment relativement insistant, voire trop insistant, à tel point qu'elle l'a mise dehors. Et que c'est cet épisode qui a convaincu Madeleine de rompre définitivement avec monsieur. Cette fois-là, c'était la fois trop où je n'aurais pas pu pardonner et recommencer. Donc c'était en octobre 2021. Quand elle a voulu mettre un terme, il a cru qu'il allait la pardonner comme à chaque fois. Mais cette fois-ci, non. Maddy ne voulait pas. Et ça, il n'a pas accepté. C'est le point de rupture. Le couple se sépare. Pietro retourne chez lui, à Grasse-Sologne. L'homme commence alors une longue descente en enfer. Madeleine tente néanmoins de le calmer. Il a essayé de se justifier, de demander pardon. Je sais qu'il regrettait ses actes, mais je ne lui en voulais pas. Je lui disais, je souffre également, peut-être plus que toi, parce que c'est moi qui ai subi, mais ça ne pourra plus être comme avant, donc il faut que tu acceptes la rupture, mais je ne t'en veux pas. Au début, nous étions restés plus ou moins amis, puisque nous souffrions tous les deux. Quand il y a de la violence conjugale, la séparation est vraiment le moment le plus délicat parce que c'est à ce moment-là que ça peut sérieusement dégénérer. Et effectivement, Pietro en fait une obsession. Il sort, se met à boire, il remet de plus en plus de certificats médicaux à son travail, mais surtout il rôde autour de la maison de Madeleine. Monsieur avait très bien compris qu'il n'y avait plus d'espoir et il me surveillait sans arrêt, il m'harcelait dans le sens où il allait regarder qui rentrait, qui sortait de chez moi. Madeleine ne le sait pas encore, mais à ce moment-là, Pietro va se transformer en un homme jaloux et de plus en plus menaçant. Il a vu un ami entrer et il a crevé les pneus de ce dernier. Et ensuite, il l'a agressé à la sortie de chez moi. Pierrot a sauté sur lui. Ils se sont battus. Donc la police, c'est fini. Il faut reconnaître la gravité de ces faits-là et comprendre que la gradation est là. Parce qu'à partir du moment où on porte atteinte à l'ami de la victime, c'est clair qu'il y a une gradation dans la gravité des faits. Et donc là, il faut vraiment intervenir. Une escalade qui progressivement va faire basculer le destin de toute une famille. Mais pourquoi s'en prendre alors à Lucas? Et que s'est-il réellement passé ce 2 février 2022 à Liège? Face aux policiers lors de sa première arrestation, Pietro semble pourtant faire profil bas. À la police, il s'est excusé et avoir admis crever les pneus. Et le lendemain, donc une fois qu'il était sorti de prison, il est revenu à l'attaque en venant m'harceler jusque chez moi et en faisant acte de violence. Et là, de nouveau, une plainte, une arrestation.
Il y a eu un rappel à l'ordre clair des forces de police lorsqu'il y a eu l'altercation, notamment sur le véhicule de l'ami de Madame Sors, mais qui n'ont pas réussi à calmer. Au mois de décembre précédent le drame, il a manifestement mal vécu la séparation d'avec Madeleine et donc par 2 fois il s'est rendu chez elle, il a fait 2 fois scandale et par 2 fois il a été arrêté par la police, a été amené au palais, a été remis en liberté. Les 2 fois, la 2e fois d'ailleurs, avec des conditions de libération à respecter, de se faire suivre par un psychologue, de ne plus approcher ses victimes, conditions qu'il a respectées à la lettre. Lucas et moi, on en discutait, on savait très bien qu'il allait revenir, mais comment et où et pourquoi, on ne le savait pas. Mais on le savait très bien, donc Lucas était tout le temps dans le stress. Dès qu'il sortait de chez lui, il voulait rentrer directement pour être avec sa mère et pas la laisser seule. Il s'est tenu à l'écart une semaine. On aurait cru franchement qu'il s'était calmé. Madeleine se sentait plus tranquille. Il lui disait « je te laisse tranquille, je ne t'embêterai plus ». Mais au fait, c'était pas vrai. Tuer Madeleine pour qu'elle n'appartienne à personne d'autre et ensuite se suicider, c'est alors le dessein macabre de ce compagnon éconduit. Et il a mis 1 heure pour agir, mais... Et là, je lui ai dit, j'ai 2 enfants, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. J'ai 2 enfants qui ont besoin de moi. Il m'a dit, non, je ne peux pas, mais je te promets qu'après toi, c'est moi. Madeleine est prise au piège. Ne pouvant plus respirer, elle finit par perdre connaissance. Il a serré sans pitié et sans même me laisser le temps de lui dire quoi que ce soit. C'est une manœuvre d'étranglement qui est décrite fort froidement, expliquant qu'au fur et à mesure, l'étau se resserre autour d'elle. Au début, les questions sont dérangeantes sur les raisons d'une rupture qui n'est pas tolérée, pour ensuite finalement en arriver à une proximité physique directe, où elle essaye justement, tant bien que mal, de se dépêtrer de cet étau, mais elle n'y arrive pas. Je me suis tout simplement réveillée beaucoup plus loin dans la maison, absente. Je me demandais si j'étais dans l'au-delà, donc je me touchais. Et je n'étais pas dans l'au-delà parce que monsieur était juste assis à côté de moi, un canif à la main, en essayant de se couper les veines. Dans un sursaut de survie, Madeleine va reprendre connaissance. Elle assiste alors à la dérive de son agresseur qui tente de mettre fin à ses jours avec un couteau. Je l'ai vu dans une panique criant, donc j'ai profité de sa folie pour m'approcher de nouveau de la porte arrière où j'ai réussi à ouvrir le volet et la porte et je suis partie pieds nus en laissant GSM et tout. Madeleine a donc réussi à s'enfuir in extremis. Elle échappe à la mort. Son fils, lui, accourt, comprenant qu'elle est en danger. Il arrive sur place quelques minutes avant sa tante et certainement quelques instants après que sa mère se soit enfuie. Son fils est venu à son secours. À partir du moment où il y a des liens qui sont de l'ordre des liens d'amour, des liens très proches, c'est naturel d'intervenir pour protéger celui ou celle qu'on aime. C'est ensuite une zone d'ombre. Le drame s'est joué manifestement en quelques minutes, sans témoin. Seul Pietro sait vraiment ce qui s'est déroulé. Madeleine, à quelques mètres de là, apprend alors que son fils est à terre. J'ai accouru et en effet, il était là. Lorsque les proches arrivent sur place, son cœur bat manifestement encore. Les secouristes font alors tout pendant 45 minutes pour tenter de le sauver. Mais c'est trop tard. La douleur est pour tous atroce. On se rend compte que ça ne se passe pas que dans les films, quoi. Le drame s'est joué manifestement en quelques minutes. Le jeune garçon décède, touché par 5 coups de couteau. Mais pourquoi un tel déchaînement de violence ? Cette impulsivité, donc ça ne s'invente pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain, tiens, je vais aller tuer quelqu'un. Non, c'est quelque chose qui est déjà présent dans l'organisme. Et un des mécanismes du passage à l'acte, c'est évidemment l'impulsivité.
je n'ai pas pu arriver à temps, quoi. Et je me suis dit, ça aurait pu être moi aussi. Si j'arrivais à voir Lucas, je ne sais pas moi dans quel état il était, moi. Il aurait peut-être pu aussi me tuer. Hein. Lucas, je crois que il nous a peut-être sauvé la vie, il est arrivé avant, quoi. Le pire, c'est que je ne sais pas quoi vous répondre. J'aurais préféré qu'il me tue correctement ce jour-là plutôt d'éprouver ce que j'éprouve aujourd'hui. 100 fois plutôt qu'une. Alors, que s'est-il passé sur place entre les deux hommes? Comment en est-on arrivé là? Comment un beau-père et son beau-fils, qui s'apprécient tant, ont-ils pu s'affronter à mort? Pourquoi autant de coups de couteau, y compris dans des zones létales? Sans témoin à ce stade, les questions restent tellement nombreuses. Lucas, le célèbre TikToker belge aux 2 millions d'abonnés, est mort en voulant sauver sa maman. Le 2 février 2022, elle lui envoie un SOS. Son ex-compagnon vient de tenter de la tuer. Elle a réussi à s'échapper in extremis. Mais Lucas, en venant lui porter secours, croise la route de Pietro. 5 coups de couteau sont donnés. Le drame s'est joué en quelques secondes. Vraisemblablement, l'altercation a lieu entre monsieur et Lucas, où on n'a pas de visuel. On a juste des suppositions par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là. Ce qui me paraît clair, c'est l'attente devant l'école de la fille, de Madame Sorcé. Il sait, il a vécu 9 ans avec, il connaît ses habitudes, ce qui moi me laisse quand même très clairement supposer une grande période de réflexion dans le jeu de monsieur. En tout cas par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de Madame Sorcé, seul point sur lequel nous avons un début de certitude, puisque Madame a vécu les faits et a pu les expliquer aux enquêteurs. Il reste beaucoup d'inconnus, et notamment de savoir pourquoi Pietro est resté sur place malgré la fuite de Madeleine. Avait-il alors un autre plan tout aussi funeste? Une fois qu'il a échoué avec moi, je me demandais pourquoi il était resté. Est-ce qu'il a vu que mon fils m'envoyait un message, puisqu'il y avait un message qui disait « Je suis en route, j'arrive ». Donc je me suis dit, il n'est pas parti parce que j'avais laissé mon téléphone, il attendait sans doute mon fils. Et comme je savais qu'il avait un canif, je me dis, dans ma tête aujourd'hui, les questions que je me pose, c'est qu'il attendait mon fils pour l'attaquer. Parce que dans sa tête, il s'était sans doute dit, j'ai essayé de tuer sa mère, il va réagir. Monsieur, à mon avis, il lui a sauté dessus et l'a poignardé comme un monstre. Les coups de couteau, c'est mon fils qui les a eus. Donc, moi, ce que je veux, c'est savoir vraiment ce qui s'est passé dans les détails, parce que pour moi, c'est important. Et savoir qu'un jour, justice soit faite pour mon fils, que la loi fasse ce qu'il doit faire. Pietro ne se rendra que 12 heures plus tard en se livrant au commissariat central de la ville de Liège, rue Natalis. Il est alors interrogé et arrêté sur le champ. Qu'a-t-il fait entre-temps? Où est l'arme du crime? Plusieurs questions restent ouvertes. À 21h, il est interpellé, il est privé de liberté. Il est privé de liberté pour tentative d'assassinat. Et je pense qu'on dit homicide, qu'on ne dit pas en tout cas assassinat en ce qui concerne Lucas. Tentative d'assassinat sur Madeleine, puisque manifestement, aux yeux de la justice en tout cas, quand il se rend à Jupy, il va pour la tuer. Je veux dire, il rentre dans la maison, il force le passage, il étrangle Madeleine. Donc il y va manifestement dans un esprit, je vais terminer ma vie là-bas et je vais emporter Madeleine avec moi. Moi je pense clairement qu'il ne passe pas au-delà de la rupture et que ses intentions sont effectivement de tuer Madame Sorcé lorsqu'il rentre dans le domicile. Et ça n'a rien d'instinctif. Il a clairement, à mon sens, préparé l'agression vis-à-vis de Madame Sorcé. Face à cette mort si soudaine et inattendue, 2 versions s'opposent désormais. Pietro déclare avoir eu un trou noir et ne plus se souvenir des faits.
Il évoque par ailleurs une légitime défense, une version qui ne tient absolument pas pour les proches de Lucas. Il n'avait aucune arme, sauf ça qui était là, donc lui n'avait rien sur lui. Par contre, Pierrot, l'arme était là. Ma soeur l'a vu, c'était toujours la même arme qu'il avait, parce qu'ils avaient acheté ce couteau-là à Rimini en vacances, ma soeur s'en souvient. C'était le même couteau. Et c'est avec ce couteau-là qu'il a aussi crevé les pneus du garçon. Moi, la légitime défense, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand on parle de légitime défense, je dis tu donnes un coup. Si c'est de la légitime défense, tu prends ton pied et tu t'en vas. Tu as voulu tuer mon fils en donnant 5 coups de couteau. Ce n'était pas de la légitime défense. Il a voulu tuer mon fils. On peut aussi dire que monsieur fait 10, 15 ou 20 kilos de plus que Lucas est quelqu'un qui connaît les arts martiaux, parce que quand on voit son profil Facebook, on le voit en kimono parce qu'il fait du jiu-jitsu brésilien. Donc c'est quand même quelqu'un qui normalement doit savoir, ne fût-ce que désarmer un gamin et ne pas lui porter 4 ou 5 coups de couteau. Je veux dire, quand on porte 4-5 coups de couteau à quelqu'un, dont au moins 3 portés à des endroits vitaux, en ce compris le cou, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est toujours dans la légitime défense? Les coups et blessures ne seraient pas proportionnels à la notion même de légitime défense. Était-ce prémédité ou un très malheureux concours de circonstances? Et d'où vient cette fameuse arme? Ce couteau est alors introuvable. Malheureusement, le couteau, on ne le retrouve pas. Donc c'est une légitime défense. Pourquoi reprendre le couteau? Et pourquoi le tuer? Pourquoi pas le blesser? Et le laisser vivant? Ces 5 coups-là étaient vraiment fatals. Il n'a pas eu un souffle de chance pour s'en sortir. Pietro est l'unique survivant de cette confrontation mortelle. L'enquête et la justice devront donc apporter des réponses à toutes ces questions. Face à cette tragédie, les proches attendent aujourd'hui beaucoup de réponses. Comment une famille qui s'entendait si bien a-t-elle pu basculer en quelques minutes? Comment un beau-père a-t-il pu ôter la vie à un jeune homme qui l'appréciait tant? C'est un choc énorme parce que venant de monsieur qui, je sais, aimait beaucoup mon fils, je ne sais pas dans quel état il était. Ce n'était pas l'homme que j'ai connu. C'est incompréhensible, ni pour le papa, ni pour la maman. C'est quelque chose sur lequel il va falloir, à un moment donné, mettre des mots, essayer de comprendre, voir quelle est la position qui est soutenue par monsieur par rapport à ça. Mais pour nous, il n'y aura jamais rien qui va justifier, expliquer, on aura des explications, mais il n'y a jamais rien qui justifiera d'avoir été aussi loin dans la violence vis-à-vis d'un jeune homme qui avait la vie devant lui. Dans les jours qui suivent, une marche blanche est organisée à Liège en sa mémoire, mais aussi pour dénoncer la violence et les féminicides. Sur les réseaux sociaux et puis dans la rue, ses fans se mobilisent. Le chemin de la Bovry au SketchUp, c'est le chemin qu'on faisait tout le temps pour aller se rejoindre ou quand on était la nuit et qu'il n'y avait plus de train. C'est là où on réalisait la puissance qu'il avait, en fait, l'amour qu'il recevait des gens. On ne réalisait pas à quel point c'était gros, en fait. Elle a été aimée, franchement, pas beaucoup. Et encore maintenant, elle est aimée encore. Ah oui, je le suivais énormément, j'adorais vraiment ses TikTok et tout ça. Et puis, voir ce qui s'est passé, j'étais un peu sous le choc, bien sûr. Ça me rend triste parce qu'en vrai, je l'aimais bien. Je le suivais, il était cool. Si on lui laissait des messages tout le temps, on l'encourageait tout le temps, il nous encourageait aussi à l'inverse en nous disant qu'on devait croire en nos rêves et tout. Pour vous dire, je l'ai appris dans le train, j'étais à Paris hier, j'ai fait le déplacement en urgence. Lucas devient alors le symbole de cette lutte contre la violence faite aux femmes. Lui qui est mort en courant pour secourir sa mère. Une escalade lente, mais de plus en plus grave, qui a conduit au drame et qui fait réfléchir. Je pense que c'est quelque chose à pas oublier parce que c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, une mort comme ça. Et surtout sur un sujet aussi sensible qui touche maintenant depuis
quelques années, c'est le sujet de la femme. Suite en fait à la marche, il y a plein de gens en fait qui nous ont contactés, qui nous ont expliqué leurs problèmes, etc. Et on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus en fait. Je suis Je n'arrive pas à comprendre comment un homme, puisque c'est quand même souvent, si pas toujours dans ce sens-là, comment un homme ne peut pas accepter une rupture amoureuse et comment un homme est à ce point possessif, maladivement possessif, d'une jalousie impossible à décrire, pour en arriver à un homicide. Mais force est de constater effectivement qu'il y a entre 20 et 30 féminicides chaque année en Belgique, ce qui est pour moi, c'est incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre ce genre de choses. Il y a évidemment des zones d'ombre que nous aimerions voir éclaircies, puisque Madame Sors a eu des blancs, une absence de connaissance de la réalité de ce qui s'est passé au moment où elle était inconsciente. 12 heures qui s'écoulent entre le moment où il prendra la fuite et où il ira se livrer aux enquêteurs. Personne ne sait ce qui se passe pendant ces 12 heures. Ce qui est advenu ce couteau, il n'y a que lui qui le sait. Ce sera l'enquête qui va le révéler, en tout cas on l'espère. Les proches et la famille attendent encore bien des réponses, mais aussi et surtout justice pour Lucas. Comme on disait tous avec sa famille, nos mamans aujourd'hui ils devaient faire mauvais, et alors d'aujourd'hui il y a le soleil qui éclate en plein sur nous et c'est lui de là-haut qui nous regarde. On avait tellement de choses à vivre encore, on était jeunes, on était à peine au début de notre vie et il manque, et à l'heure d'aujourd'hui il manque encore autant et même pire parce que il y a quelque chose qui est coupé et que j'ai perdu la personne que j'aimais réellement parce que c'était vraiment mon meilleur pote, quoi. C'était un frère pour moi. Donc voilà. Il ne mérite pas qu'on l'oublie. J'aurais pu m'imaginer qu'il arrive à tuer ma sœur, ça oui. Malheureusement, c'est Lucas qui a payé les pots cassés là-dedans. Le petit innocent, quoi, qui n'avait rien à voir dans l'histoire, qui a voulu être là pour voir si sa mère, tout se passait bien, et il a perdu la vie. Aujourd'hui encore, la mémoire de Lucas est entretenue sur les réseaux sociaux et ses fans s'échangent toujours ses photos et vidéos. Ils soutiennent aussi la famille dans cette terrible épreuve. Une partie de moi est morte avec mon fils. Je me battrai avec les avocats pour que justice soit faite. Mon fils n'avait rien à voir là-dedans, il était innocent. Il était venu pour me secourir, il était venu pour essayer qu'un malheur n'arrive, comme tout enfant aurait fait pour sa mère. Il m'aimait. Il m'aimait, j'étais sa mère, oui. Aujourd'hui, famille comme amis demandent la vérité et la justice dans cette affaire criminelle qui a secoué toute une communauté de la région de Liège. Une reconstitution des faits a eu lieu, mais en état de choc, Pietro ne parvient pas à reproduire les gestes qui ont conduit à la mort de Lucas le 2 février 2022. Par contre, il maintient bien sa version des faits. Il était selon lui en état de légitime défense. Vous le voyez, il reste donc beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être si fidèles. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres enquêtes. Passez une excellente soirée sur RTL TVI et sur RTL Play.